Guys, vous me fatiguez. Bonjour. Bonjour, vous me fatiguez. C'est quoi? On va vous le répéter jusqu'à quand? Vous voulez célébrer, célébrez bien. Fête de la femme. What the fuck is fête de la femme? Journée de la femme. What the fuck is journée de la femme? Tous les jours, c'est la journée de la femme. Tous les jours, c'est la journée de l'homme. Tous les jours, c'est la journée de l'être humain. Ou la fête de l'être humain, si vous voulez. What the fuck is journée des femmes? On n'est pas en train de fêter la journée de la femme. On est en train de célébrer le fait qu'elles aient eu des droits. Donc, s'il vous plaît, pour la 152e fois, journée internationale des droits des femmes. Des droits des femmes, derechos, rights. Parce qu'elles n'en avaient pas avant. Enfin, il y en a encore beaucoup qui n'en ont pas. Féministes, allez dans ces pays-là. Le combat continue, pour beaucoup. Des droits de la femme. The fuck is fête de la femme? Mes amis, on va causer d'un truc qui revient tous les ans comme une mauvaise grippe, mais avec des fleurs et des discours larmoyants. La journée internationale des droits des femmes, le fameux 8 mars. Oui, cette date où tout le monde fait mine de se souvenir que les nanas existent et qu'elles ont des droits, où les réseaux sociaux explosent de posts avec des cœurs roses et des citations de Simone de Beauvoir et où les mecs comme moi se disent mais putain, encore une journée où on va nous rappeler qu'on est des oppresseurs patriarcaux. Mais attendez, on va pas y aller direct en mode rageux, non. On va prendre le temps de creuser l'histoire de cette journée parce que c'est pas juste une excuse pour offrir des roses fanées à la boulangère du coin. Il y a du vrai derrière cette histoire, du combat, de la sueur et des manifestations qui ont changé le monde, même si aujourd'hui ça ressemble plus à une pub. Alors, dans cette vidéo, on verra d'où vient vraiment la journée du 8 mars et pourquoi cette date a-t-elle été choisie. Quels étaient les vrais combats des femmes à l'époque et ceux qui restent d'actualité aujourd'hui. Qui était Simone de Beauvoir et ce que je pense de ses idées. Pourquoi la journée des hommes n'est pas aussi célébrée que celle des femmes. Pourquoi les statistiques montrent-elles que les hommes souffrent beaucoup plus dans certains domaines. Est-ce que sans les hommes, le monde tiendrait vraiment debout avec tout ce qui est construit ou entretenu? Pourquoi on parle d'égalité seulement quand ça arrange? Et malgré tout ça, est-ce que les femmes méritent quand même pleinement cette journée du 8 mars? Bon, remontons le temps, mes amis, parce que tout ça, ce n'est pas tombé du ciel comme une averse de confetti féministe. L'origine de cette journée, elle plonge ses racines au début du XXe siècle, dans les usines crasseuses et des rues bondées des grandes villes industrielles. Dans les années 1910, à Copenhague, lors d'une conférence internationale des femmes socialistes, ouais, parce qu'à l'époque, le socialisme, c'était pas juste un hashtag, c'était des gens qui se battaient pour des trucs concrets, comme le droit de vote, des salaires décents et des conditions de travail qui ne te tuaient pas avant les 40 ans. C'est là que Clara Zetkin, une Allemande badass qui militait pour des droits des ouvrières, propose l'idée d'une journée dédiée aux femmes pour lutter contre l'exploitation et les inégalités. Elle s'inspire des grèves massives qui ont eu lieu aux États-Unis comme celle de 1908 à New York où des milliers de couturières ont débraillé pour protester contre le salaire de misère et leur journée de 14 heures enfermées dans des ateliers qui prenaient feu. Et devinez quoi? Cette idée prend. Elle se propage comme une traînée de poudre dans les mouvements ouvriers et féministes à travers l'Europe et l'Amérique. C'est pas tout parce que le 8 mars en particulier, il vient d'un événement précis en Russie en 1917 pendant la révolution des femmes de Petrograd excédées par la guerre, la faim et le sang qui se coulait douce pendant que tout le monde crevait, descendent dans la rue pour manifester. Elles réclament du pain, la paix et même la fin de l'autocratie. Et ça déclenche alors du coup la chute du régime impérial. Alors Néline, quand il vient au pouvoir, il officialise la journée en 1921 et petit à petit ça devient la journée internationale. Puis en 1977, l'ONU la reconnaît officiellement comme la journée internationale des femmes pour promouvoir l'égalité des sexes, lutter contre les discriminations et célébrer les avancées des droits des femmes partout dans le monde. Parce que à l'époque, comme aujourd'hui, les femmes se tapaient et se tapent encore les jobs les moins payés, les violences domestiques, les inégalités salariales, comme en France où on a des meufs qui gagnent en moyenne 16% de moins que des mecs.
et pour le même boulot, et c'est pas parce qu'elles bossent moins dur. Sans oublier les plafonds de verre qui les empêchent en fait de grimper dans les hiérarchies, les mutilations génitales dans certains pays, comme la plupart en Afrique, ou simplement le droit à l'avortement qui est encore un combat dans trop d'endroits. Cette journée, c'est un rappel que le monde n'est pas rose pour tout le monde et qu'il faut continuer à pousser pour que les femmes aient les mêmes chances que les hommes, chose qui est logique, sans se faire emmerder par des traditions archaïques ou des patrons bornés. Et certaines femmes disent que cette idée de la journée du 8 mars vient des féministes qui ont exigé des libertés inutiles jusqu'à faire perdre toutes les valeurs comme les familles unies. Et là, ça devient intéressant. Mais ça, on verra plus tard dans la vidéo. Impossible d'oublier Simone de Beauvoir parce que son nom sort tout le temps quand on parle du féminisme. Surtout avec sa phrase culte qu'on balance à tout va, on ne naît pas femme, on le devient. Et c'est elle qui l'a écrite dans son gros pavé de livre, Le Deuxième Sexe, qui a été même divisé en deux, tome 1, tome 2, qui est sorti en 1949, un truc qui a fait un scandale de monstre à l'époque et qui est devenu la Bible du féminisme moderne. Et Simone de Beauvoir, c'était en fait une philosophe française née en 1908, morte en 1986, une meuf hyper intelligente, agrégée de philo, qui vivait avec Sartre, Jean-Paul Sartre, pour ceux qui ne le savent pas. Donc le couple mythique de l'existentialisme. Vous savez, ces intellos qui disaient que l'existence précède l'essence, que l'humain est libre de se construire lui-même, sans destin tout tracé. Donc elle a écrit des romans, des essais, des mémoires, mais Le Deuxième Sexe, c'est son chef-d'œuvre. Ce livre-là a été une bombe. Un essai de plus de 1000 pages où elle démontre tout, genre la biologie, l'histoire, la psychanalyse, les mythes, pour expliquer pourquoi les femmes ont toujours été considérées comme l'autre, c'est-à-dire le deuxième sexe, mais pas le principal. Pour elle, l'homme est le sujet absolu, la norme, et la femme est définie par rapport à lui, comme un objet, une passivité. Elle dit que c'est pas la nature qui fait ça, c'est la société, l'éducation, les attentes depuis l'enfance qui transforment les filles en femmes soumises, aliénées, coincées dans des rôles de mère, d'épouse, de maîtresse. Donc, elle défend tout ça. Elle défend l'indépendance totale, sexuelle, économique, le refus du mariage comme prison, l'avortement même, le lesbianisme comme choix libre. En gros, pour elle, la libération passe par rejeter tout ça et devenir un sujet libre comme un mec, en se transcendant par le travail, la création, pas en restant prisonnière du corps reproducteur. Donc, étant femme, tu es une prisonnière. Mais dès que tu changes pour être comme un homme, tu es libre. Et franchement, respect pour le boulot qu'elle a fait. Parce qu'à l'époque, balancer un truc pareil, dit que la maternité, c'est souvent une aliénation, que la grossesse et les règles, c'est une malédiction biologique qui pèse plus sur les femmes que sur n'importe quelle autre femelle mammifère. Il fallait avoir des couilles. Parce que là, elle a ouvert des portes énormes pour des combats des années 70 et même après. Mais je ne suis pas trop d'accord avec elle sur plusieurs points et je vais vous dire pourquoi. D'abord, sa vision. Elle est hyper existentialiste, hyper individualiste. Tout est choix, liberté absolue, construis-toi toi-même. Ok, philosophiquement, c'est beau tout ça. Mais dans la vraie vie, les mecs et les nanas ne partent pas du même point. Elle minimise grave les différences biologiques. Elle les voit presque comme des chaînes à briser. Mais putain, la biologie, c'est pas juste un mythe social. Les hormones, la grossesse, l'allaitement, la force physique moyennement plus faible, les cycles qui foutent le bordel, ça existe tout ça. Et ça influence la vie réelle des femmes. Pas juste parce que la société le dit. Elle parle de la femme comme la plus aliénée par son corps reproducteur. Mais elle oublie que sans ce corps-là, l'humanité disparaît direct. C'est pas une malédiction, c'est la base de tout. Et en voulant absolument que la femme devienne comme l'homme, active, transcendante, détachée du corps, elle finit par valoriser le modèle masculin comme le seul valable. C'est comme si elle disait, pour être libre, il faut être comme un homme. Ça pue le mépris du féminin en vrai. Ensuite, elle idéalise trop la liberté individuelle. Dans son monde, la femme doit bosser, être indépendante, refuser la maternité si ça l'aliène, vivre des relations ouvertes comme
avec Sartre, qui la trompait à mort et elle acceptait ça parce que c'était la liberté mutuelle. Mais soyons sérieux. Pour beaucoup de femmes et d'hommes, d'ailleurs, la famille, les gosses, le couple stable, c'est pas de l'aliénation, c'est du sens de l'amour, du concret. Elle voit le mariage comme une prison, la maternité comme un piège. Mais elle parle de son point de vue de bourgeoise intello parisienne qui pouvait se payer une vie tranquille sans gosse. Pour la meuf lambda qui bosse à l'usine ou qui élève 3 membres, c'est pas si simple de se transcender en refusant tout ça. Et aujourd'hui, on voit le résultat de ce féminisme beauvoirien poussé à fond, des nanas qui courent après la carrière comme des mecs qui stressent à mort pour tout concilier et qui finissent souvent seuls ou épuisés pendant que les statistiques de suicide masculin explosent parce que les rôles traditionnels des mecs sont déconstruits sans qu'on leur propose autre chose. Simone a été une bombe pour son époque. Elle a forcé le débat, mais son truc, c'est trop radical, trop antinaturel, trop centré sur l'individu contre tout le reste. Moi, je crois qu'on peut vouloir l'égalité sans nier les différences, sans forcer les femmes à devenir des hommes en jupe. On peut respecter les femmes pour ce qu'elles sont, mères, épouses, guerrières, tout à la fois, sans les obliger à rejeter leur corps ou leur rôle pour être libres. C'est pas en copiant le modèle masculin qu'on gagne, c'est en équilibrant les deux. Revenons à notre sujet du 8 mars. Ok, super pour les femmes, mais et les hommes dans tout ça? Pourquoi on n'a pas une journée aussi médiatisée, aussi pleine de discours et de campagnes pour célébrer les mecs et leurs galères? Pourquoi on n'a pas tout ça? Ah ouais, il y a une journée, la journée internationale des hommes le 19 novembre, ouais, je crois. Mais franchement, qui s'en souvient? C'est pas comme si les médias en parlaient pendant des semaines et des semaines ou que les boîtes offraient des billets gratuits aux gars ce jour-là. Bah non, c'est discret, presque honteux, comme si admettre que les hommes ont aussi des problèmes, ça allait diluer le message féministe. Et pourtant, regardez les statistiques, mes amis. Parce que si on creuse un peu, on voit que les hommes sont touchés par des trucs graves et souvent plus durement que les femmes dans certains domaines. Prenez le cas du suicide, par exemple. C'est un fléau silencieux qui bouffe les mecs de l'intérieur. Selon les données de l'OMS au niveau mondial, les hommes se suicident environ 2 fois plus que les femmes. En fait, dans beaucoup de pays d'ailleurs, c'est 3 ou 4 fois plus. En France, pour vous donner une idée concrète, sur 9000 suicides par an, environ 75% sont commis par des hommes. Ouais, 3 quarts. Pourquoi? Parce que les mecs sont élevés avec cette idée débile qu'ils doivent être forts, ne pas montrer leurs émotions, encaisser les coups sans broncher. Alors du coup, on se retrouve avec des dépressions non traitées, isolement et boum, ils passent à l'acte et plus souvent avec des méthodes létales comme les armes à feu ou des pendaisons, alors que les femmes tentent plus mais survivent plus fréquemment. Et c'est pas que le suicide, il y a aussi tas d'autres merdes où les hommes sont en première ligne. Les accidents du travail, par exemple. En Europe, 90% des morts sur les chantiers ou dans les usines sont des mecs parce qu'ils occupent des jobs les plus dangereux, des mineurs, des ouvriers du BTP, des pêcheurs, tout ça, sans parler des guerres. Historiquement et encore aujourd'hui, ce sont majoritairement des hommes qui sont envoyés au front et qui reviennent traumatisés, certains, ou pas du tout. Aux États-Unis, par exemple, 97% des vétérans sans abri sont des hommes et le taux de suicide chez les ex-militaires est hallucinant, genre 22 par jour, rien qu'aux États-Unis. C'est énorme. Ajoutez à ça les homicides. Globalement, 80% des victimes d'homicides sont des hommes et dans le système judiciaire, les mecs écopent des peines plus longues pour les mêmes crimes et ils représentent 93% de la population carcérale en France. Pourquoi on n'en parle pas plus? Parce que ça ne cadre pas avec le narratif dominant, celui où les hommes sont toujours les méchants, les privilégiés et où admettre leur vulnérabilité, ça serait comme avouer une faiblesse. Et puis soyons honnêtes, sans les hommes, qu'est-ce qui tiendrait debout dans ce monde? Je ne dis pas ça pour minimiser les contributions des femmes, loin de là. Mais regardez autour de vous, les ponts que vous traversez, les immeubles où vous vivez, les routes sur lesquelles vous roulez, les machines qui font tourner l'économie. La plupart ont été conçues
construits et même entretenus par les mains d'hommes, souvent au prix de leur vie, de leur santé. On a des inventions majeures où de l'électricité à Internet, en passant par les vaccins et des avions, ont été portés par des mecs qui ont bossé comme des fous, pris des risques fous. Sans eux, on serait encore à chasser le mammouth à poil dans la forêt. Et aujourd'hui, dans les métiers essentiels, mais ingrats, comme les éboueurs, les pompiers ou les techniciens qui réparent les lignes électriques sous la pluie, c'est encore majoritairement des hommes. Ça ne veut pas dire que les femmes ne pourraient pas le faire, mais la réalité c'est que les normes sociétales poussent les mecs vers ces rôles et on les oublie quand il s'agit de célébrer. Le truc qui me fait grincer les dents, c'est cette hypocrisie autour du féminisme moderne, ce que j'appelle le wokisme. Ouais, l'égalité quand ça arrange les femmes, et je ne généralise pas, hein, mais beaucoup de discours féministes clament haut et fort vouloir l'égalité totale, mais seulement dans des domaines glamour, genre les postes de direction, les salaires élevés, les opportunités sympas. Par contre, quand il s'agit des jobs pourris, des quotas dans les mines ou sur les plateformes pétrolières, là, curieusement, on entend moins de cris pour l'égalité. Ou prenez la conscription, c'est le service militaire obligatoire. L'État te force par la loi à aller bosser dans l'armée pendant un certain temps. T'as pas le choix, t'es réquisitionné, c'est comme ça. Donc on appelle ça aussi l'appel sous les drapeaux ou le draft en anglais, ou même on peut l'appeler la levée en masse dans les vieux textes. L'idée c'est que quand le pays a besoin de soldats, que ce soit la guerre ou des menaces sérieuses, il ne compte pas seulement sur les volontaires. Il prend une partie de sa population, les jeunes en forme, et dans les pays où elles existent, comme en Ukraine, en ce moment, ce sont les hommes qui sont obligés d'aller se battre, pendant que les femmes peuvent choisir tranquille. Et en France, même si on n'a plus le service militaire obligatoire, l'idée persiste que les mecs doivent protéger, payer, assumer. Et les féministes veulent briser les stéréotypes quand ça les arrange, mais gardent ceux qui les avantagent, comme l'idée que les hommes doivent payer le resto ou être les pourvoyeurs principaux. C'est de l'égalité à la carte. Et ça rend le débat stérile, parce que vraie égalité, ça veut dire partager les bons comme les mauvais côtés, pas juste cueillir des cerises. Mais bon, malgré tout ça, les femmes méritent amplement cette journée du 8 mars et même plus. Elles sont nos mères qui nous ont portés, élevés, consolés quand on chialait pour un genou écorché. Nos femmes qui partagent nos vies, nos joies et nos galères, qui nous challengent et nous font grandir. Elles sont nos sœurs qui nous ont appris à partager et à rigoler ensemble. Donc oui, l'importance de la femme, c'est pas juste un slogan, c'est le cœur de la société. Sans elle, pas de vie, pas d'équilibre, pas de tendresse dans ce monde de brutes. Elles portent le monde sur leurs épaules autant que nous, avec le combat spécifique. Et célébrer ça, c'est reconnaître que l'humanité avance quand même et on avance tous ensemble dans ce cas. Alors, monsieur, offrez des fleurs, écoutez-les et battons-nous pour une vraie égalité, pas une qui divise, ok? Et mesdames, profitez de votre journée, vous l'avez bien gagnée et vous le méritez amplement. Voilà, prenez soin de vous et à bientôt pour une toute nouvelle vidéo.